1. Niveau 1. Aspirant. Vous avez 18 ans. Vous n'êtes pas arrivé là par hasard. Vous avez postulé 3 fois avant qu'on vous dise oui. Le concours d'entrée à l'école de l'air. La visite médicale. L'évaluation psychologique. L'entretien devant un jury où 4 officiers vous dévisagent sans ciller et vous demandent ce que vous feriez si on vous ordonnait de bombarder un pâté de maison contenant une cible confirmée et une forte probabilité de civil. Vous avez répondu sans sourciller. C'est pour ça que vous êtes là. La formation initiale de pilote commence à la base aérienne de Cognac, en Charente. La chaleur est brutale. L'emploi du temps est pire. Vous êtes debout à 4h30. L'instruction au sol commence à 6h avec aérodynamique, navigation, météorologie et procédure d'urgence. Vous mémorisez les checklists comme d'autres mémorisent des prières, parce que là-haut, elles ont la même fonction. Votre premier vol se fait sur Pilatus PC-21, un monomoteur à turbopropulseur. L'instructeur ne dit rien d'encourageant. Il observe vos mains, il observe vos yeux, il observe ce que vous faites quand l'horizon s'incline de 40 degrés et que le sol n'emplit plus votre pare-brise. Vous corrigez, avec hésitation. Il écrit quelque chose. Il y a 24 élèves dans votre promotion. Au 4e mois, 6 ont été éliminés. Pas de départ théâtral. Un matin, leurs chambres sont simplement vides. Leurs noms ont disparu de la liste. La formation continue. Vous arrêtez de vous faire des amis trop vite. Te. Niveau Te. La limite physique. Une machine à 2 milliards d'euros ne ressent jamais la douleur. Mais un humain si. Un médecin militaire tient toute votre carrière entre ses mains. Une vision à 10 U.10 n'est pas une recommandation. C'est une loi de vie ou de mort. Une blessure qui endommage un œil et vous êtes cloué au sol à vie. Vous n'êtes plus un pilote militaire. Chaque rôle de combat vous est immédiatement retiré. Il n'y a aucune tolérance pour un corps diminué. Les pilotes avec qui vous volez sur des avions de transport lourd ou des A400M connaissent le même sort. Bien qu'ils se soient formés sur Grob 120 au lieu de l'Alpha Jet, les exigences médicales sont tout aussi tranchantes qu'un rasoir. Vous voyez des amis de 25 ans perdre le ciel à cause d'un seul test auditif raté. Les limites biologiques sont la seule chose que la compétence ne peut surmonter. 3. Niveau 3. L'école de survie. Il y a un chapitre dont vous ne parlez jamais. Avant de porter les galons d'officier ou de toucher un manche à balai, vous affrontez le CER. L'entraînement de survie, évasion, résistance et fuite. Il dure 19 jours au cœur des Alpes. Vous êtes traqué par les vôtres. Ils vous capturent, vous mettent dans une boîte si petite que vous ne pouvez pas déplier les jambes. Les épreuves physiques brisent vos muscles. La torture psychologique anéantit votre volonté. De nombreux pilotes jurent qu'ils quitteraient l'armée de l'air avant de revivre ça une deuxième fois. Mais vous avez survécu. Vous avez appris à garder le silence lorsque vos ravisseurs ont fait sauter votre couverture. C'est le filtre le plus brutal que tout jeune diplômé doit passer avant de devenir un vrai pilote. 4. Niveau 4, élève pilote. Vous avez 20 ans. Vous êtes passé à l'Alpha Jet, un biréacteur supersonique. Il ne pardonne rien. Il ne vole pas. Il négocie. Chaque action sur les commandes est une conversation entre vous et la physique. Et la physique ne fait pas de compromis. Le vol en formation de nuit commence. Vous maintenez votre position à 10 mètres du bout de la velle de votre leader à 400 nœuds dans l'obscurité totale, en naviguant grâce à une faible ligne de feu vert sur le saumon d'Avel devant vous. Un seul degré d'écart, et vous devenez un champ de débris. Votre instructeur est un commandant, un ancien pilote de Rafale. Il n'élève pas la voix. Il n'a pas besoin. Il dit juste « refais-le » chaque fois que vous déviez.
Chaque fois que votre balayage des instruments se dégrade. Chaque fois que votre cerveau essaie de regarder trop de cadrans à la fois. Les pilotes qui se focalisent sur une seule chose meurent en la regardant. Balayer. Toujours balayer. Vous balayez. Vous sortez diplômé dans le premier tiers de votre promotion. C'est suffisant. Le soir, des affectations arrivent. Tout le monde dans une salle. Les noms sont appelés. Les appareils sont attribués. Rafale, A400M, A330 MRTT. Puis votre nom. Un appareil. 3 mots. B2 Spirit. Le silence se fait dans la salle. Le B2 n'est pas juste un bombardier. C'est l'aéronef le plus avancé que l'on puisse piloter. Une aile volante furtive, invisible au radar, capable de transporter l'arme nucléaire. Construit par Dassault Aviation et basé exclusivement à la base aérienne 125 d'Istres. Il n'existe que 20. Le programme est secret. La formation est secrète. Votre avenir est secret. Vous appelez vos parents ce soir-là. Vous leur dites que vous avez eu une bonne affectation. Vous ne leur dites rien de plus. SAMF, niveau 5, pilote opérationnel. Vous avez 23 ans. La qualification sur B2 prend 14 mois. Vous apprenez des systèmes qui n'apparaissent dans aucun manuel public. Le système de commande de vol électrique de l'avion. Ces ordinateurs de vol quadruplement redondants. Son radar de suivi de terrain. Son système de ciblage assisté par GPS. Le B2 n'a pas d'empennage vertical. Il est entièrement stabilisé par logiciel, 4 ordinateurs de vol fonctionnant en parallèle. N'importe lequel d'entre eux pourrait piloter l'avion seul si les autres tombaient en panne. On n'a pas l'impression d'être dans un aéronef. On a l'impression d'être dans une idée que quelqu'un a transformée en aérodynamique. Votre premier vol solo en B-2 dure 6 heures. Vous survolez la Beauce, la Bourgogne, l'Auvergne. À 15 000 mètres, la courbure de la Terre est visible au bord de la Verrière. Vous êtes l'une des moins de 100 personnes sur Terre actuellement qualifiées pour piloter cet avion. Personne chez vous ne le sait. La certification opérationnelle exige que vous effectuiez une mission de frappe simulée à longue portée. Décoller d'Istres, ravitailler en vol au-dessus de l'Atlantique, pénétrer un réseau de défense aérienne simulé, larguer un ensemble d'armements sur des coordonnées dans une zone désignée, revenir et atterrir. La sortie entière dure 32 heures. Vous la terminez sans le moindre écart de procédure. Votre évaluateur signe votre formulaire et ne dit rien de plus que « Bienvenue au Gascogne ». est l'escadron de chasse 1 quart Gascogne, la même unité qui pilotait l'Enola Gay en 1945. Vous comprenez le poids de ce numéro. 6, niveau 6, commandant de bord. Vous avez 27 ans. Vous êtes maintenant assis dans le siège de gauche. Vous êtes responsable de l'aéronef, de la mission et du copilote à côté de vous. Le B2 a un équipage de 2 personnes. Juste 2. Lors d'une mission de combat, vous et une autre personne transportez assez de puissance de feu pour changer le cours d'une guerre. 6. Bombes nucléaires. B-61-2 ou 80 bombes conventionnelles de 250 kg. L'avion coûte 2 milliards d'euros. Vos profils de mission sont classifiés à un niveau que la plupart des généraux ne voient jamais. Vous effectuez votre premier déploiement opérationnel à Diego Garcia, la base conjointe franco-britannique dans l'océan Indien. De là, le B2 peut atteindre presque n'importe quel point sur Terre sans ravitaillement. Vous effectuez des sorties d'entraînement au-dessus du Pacifique.
Ou vous menez des exercices de préparation qui ne sont jamais annoncés et jamais rapportés. Une nuit, une alerte tombe. Pas un exercice, une mission réelle. Votre copilote, le capitaine Dubois, et vous recevez des coordonnées, un dossier cible et une fenêtre de lancement. Vous restez assis dans l'avion pendant 4 heures, tandis que des décideurs à l'autre bout de la planète délibèrent. Puis, la mission est annulée. L'ordre de départ n'arrive jamais. Vous retournez au hangar, coupez les moteurs, signez les carnets d'entretien. Vous ne parlez jamais de cette nuit, ni à Dubois, ni à personne. 7. Niveau 7. Pilote instructeur. Vous avez 31 ans. Vous ne volez plus seul. Vous volez avec un élève dans le siège de droite. De nouveaux pilotes de B2 qui vous rappellent celui que vous étiez il y a 8 ans. Précis, enthousiaste, croyant encore que la compétence est la variable principale. Vous savez mieux maintenant. Vous enseignez l'avion. Mais plus que ça, vous enseignez la prise de décision sous une pression qui n'existe pas dans les manuels. Que faites-vous lorsque le système de ciblage principal tombe en panne au-dessus d'un territoire hostile et que vous êtes à 12 minutes du largage? Que faites-vous quand votre copilote signale une alarme que vous n'avez pas entendue? Que faites-vous lorsque la mission briefée à 14 heures ne ressemble plus au monde dans lequel vous volez à 2 heures? Un élève, le lieutenant Moreau, est un prodige technique, des notes parfaites, un balayage des instruments impeccable. Mais dans le simulateur, lorsqu'une panne non briefée se produit, il se fige pendant 2 secondes avant de réagir. 2 secondes, c'est une éternité à cette altitude. Vous l'écrivez dans son évaluation pas comme un échec, comme une habitude à corriger. Vous lui faites enchaîner les scénarios jusqu'à ce que l'hésitation devienne une réaction, jusqu'à ce que la réaction devienne un instinct. 3 mois plus tard, il est qualifié. Il vous remercie, vous hochez la tête, vous passez à l'élève suivant. 8, niveau 8, officier des opérations. Vous avez 35 ans. Vous ne passez plus vos journées dans un cockpit. Vous les passez dans un bâtiment à côté de la ligne de vol, à gérer les plannings, les taux de disponibilité, les cycles de maintenance et les briefings de mission pour tous les cadrons. Le Gascogne a 12 équipages principaux. Chacun doit maintenir ses qualifications, ses heures de vol minimales, ses contrôles de compétences sur les systèmes d'armes et ses évaluations de sûreté nucléaire. Votre travail est de faire en sorte que tout cela se produise simultanément sans casser les avions ni les hommes. Vous assistez à des briefings quotidiens où le langage change. Vous n'entendez plus le mot « sortie », mais le mot « posture ». Posture nucléaire. Posture stratégique. Dissuasion. Vous êtes désormais un rouage dans quelque chose de plus grand que les missions. Une inspection de préparation arrive, à l'improviste, comme toujours. Des inspecteurs du commandement des forces aériennes stratégiques. Elle dure 3 jours. Chaque procédure, chaque checklist, chaque temps de réponse est mesuré à la seconde près. Un avion a un compte-rendu de maintenance qui a été mal enregistré. Une erreur de formulaire, techniquement mineure. Mais, dans les opérations nucléaires, les erreurs de formulaire ne sont pas mineures. Elles sont la preuve d'un système qui ne parvient pas à se documenter lui-même. L'inspecteur vous regarde. Vous encaissez. Pas d'excuses. Vous passez les 72 heures suivantes à corriger chaque document de l'historique de maintenance de l'escadron. Vous réussissez l'inspection. De justesse. Le commandant des cadres vous convoque. Une réussite est une réussite, dit-il. Maintenant, corrigez ça avant la prochaine. Vous corrigez. 9. Niveau 9. Commandant d'escadron. Vous avez 40 ans. Vous commandez l'escadron de chasse 1 quart Gascogne. Environ 300 personnes. Pilotes, navigateurs, officiers système d'armes, équipe de maintenance, analystes du renseignement, personnel de soutien. Ils dépendent tous d'une chaîne de commandement qui aboutit au palais de l'Élysée. Vos avions sont en alerte permanente. Ce n'est pas une métaphore. À toute heure du jour et de la nuit, un B2
de votre escadron peut être armé, équipé et en l'air quelques minutes après un ordre présidentiel validé. Vous briefez vos pilotes sur les politiques de rotation, les équipages alternant entre services d'alerte, entraînement et repos, selon des schémas conçus pour maintenir à la fois la préparation et la fonction humaine. Le manque de sommeil est un risque opérationnel. Vous le traitez comme tel. Un jeune pilote, le commandant Leroy, demande une déviation de plan de vol lors d'une mission d'entraînement. Un petit ajustement de route qui, selon lui, améliorera l'efficacité énergétique. Ses calculs sont corrects. Sa logique est saine. Vous refusez. Il demande pourquoi. Vous lui expliquez. Parce que la déviation nécessite une approbation, l'approbation nécessite une justification, la justification nécessite du temps, et le temps est la seule variable que cet avion ne prend pas à la légère. Il hoche la tête. Il n'est pas d'accord. Vous le voyez sur son visage. Vous avez été lui, un jour. 10. Niveau 10. Commandant d'escadre. Vous avez 45 ans. Vous commandez la 4e escadre de chasse, la seule escadre de B2 au monde. Votre autorité s'étend sur les aéronefs, le personnel, la base et les armes nucléaires stockées dans des bunkers renforcés sous le sol provençal. Vous voyagez maintenant. Paris, le quartier général du CFAS à Villacoublay. Des briefings à l'Hexagone Ballard. Vous êtes assis à des tables où les cartes n'ont pas de légende, parce que tout le monde dans la pièce sait déjà ce que signifient les cercles rouges. Lors d'une réunion, un général que vous respectez depuis une décennie s'oppose à un changement de posture de préparation. Son argument est logique. Ses données sont solides. La salle acquiesce. Vous objectez. Vous le dites à voix haute. Le silence se fait d'une manière particulière, comme lorsqu'on dit quelque chose sur lequel on ne peut pas revenir. Vous plaidez votre cause, lentement, sans élever la voix. Vous citez les impacts sur les cycles de maintenance, l'accumulation de la fatigue des équipages, le risque opérationnel de la transition. Le général ne répond pas immédiatement. 3 semaines plus tard, le changement de posture est amendé. Pas annulé, amendé. Personne ne vous en attribue officiellement le mérite. Vous n'avez pas besoin. 11. Niveau 11. Commandant stratégique. Vous avez 51 ans. Vous êtes maintenant officier général, 2 étoiles. Vous conseillez sur la structure de la force de bombardier stratégique, la modernisation nucléaire et l'intégration du B-21 Raider, le futur remplaçant du B-2, dans la flotte existante. Le B-21 Raider, construit par Dassault Aviation dans le cadre d'un contrat attribué en 2015, est conçu pour, à terme, remplir les mêmes missions nucléaires et conventionnelles que le B-2, avec des matériaux furtifs mis à jour, des coûts d'exploitation plus faibles et une taille de flotte projetée plus grande. Vous avez vu les données de performance classifiées. Vous comprenez ce que cela signifie pour l'avion que vous avez piloté toute votre carrière. Vous êtes dans une réunion où un jeune analyste présente un calendrier de transition. Ces chiffres sont optimistes. Ces hypothèses sous-estiment le temps de qualification requis pour faire passer des équipages expérimentés du B2 à une nouvelle plateforme. Vous le corrigez gentiment, précisément, avec des données. Plus tard, un collègue vous dit qu'il s'en souviendra pour le reste de sa carrière. Vous pensez au commandant Marchand sur l'Alpha Jet ? Les mots « refais-le » dit sans colère, juste avec exigence. « Bien », dites-vous. Il le devrait. 12. Niveau 12. Le dernier vol. Vous avez 56 ans. Votre dernier vol en B2 Spirit est une sortie d'entraînement. Rien de classifié. Pas d'armesse, pas d'alerte. Juste vous et un copilote. Jeune, brillant, prudent. Volant au-dessus des mêmes plaines françaises que vous avez survolées il y a 33 ans, lors de votre première sortie de qualification sur B2. Vous n'annoncez pas que c'est votre dernier vol. Vous briefez la mission comme n'importe quel autre. Vous la volez comme n'importe quel autre. À 15 000 mètres, quelque part au-dessus de l'Auvergne, vous mettez en palier et laissez le pilote automatique maintenir l'altitude pendant 60 secondes. Vous regardez par la verrière, la courbe de la Terre au bord de l'horizon. C'est la même vue que toujours. Vous pensez aux missions qui n'ont jamais eu lieu.
aux fenêtres de lancement qui se sont refermées avant que l'ordre ne soit donné. La nuit à Diego Garcia. 4 heures passées assis, plein d'armement, sur le taxiway, pendant que le monde décidait de ce qu'il voulait devenir. Vous pensez aux pilotes que vous avez formés, Moreau, Dubois, Leroy. Certains d'entre eux sont maintenant commandants des cadrans. L'une de s'assiera probablement dans le fauteuil que vous vous apprêtez à quitter. Vous pensez aux 20 appareils. 2 ont été perdus dans des accidents au fil des ans. Un en 2008, à la base aérienne de Nouméa. Un capteur défaillant à cause de l'humidité a provoqué un cabrage au décollage. Les 2 membres d'équipage se sont éjectés en toute sécurité. La flotte subsiste et l'un d'eux vole encore. Le copilote ne dit rien. Il comprend que quelque chose se passe sans qu'on lui dise quoi. Vous entamez votre descente vers Istres. Vous faites un atterrissage parfait. Par habitude et par fierté. Vous rentrez l'avion au hangar. Vous coupez les moteurs. Vous effectuez la checklist post-vol une dernière fois. Vous signez le carnet d'entretien. Vous tendez votre sac de casque au chef d'équipe. Vous traversez les taxiways dans l'après-midi provençal et vous ne vous retournez pas. Non pas que ça n'ait pas d'importance, mais parce que vous savez déjà ce qu'il y a là-bas. 33 ans, 20 appareils, un seul type de mission, complètement secrète. Le ciel n'a jamais connu votre nom. C'était le but depuis le début. Terre Tinde, niveau 13, le remplacement par l'IA. Le monde change plus vite qu'un missile de croisière. À l'Hexagone, Ballard, les nouveaux plans n'ont plus de place pour un cockpit. Les gens parlent de IA, de pilotes virtuels qui ne dorment jamais et ne ressentent jamais la peur. Un système automatisé qui ne nécessite ni lit, ni toilette, ni autre commodité. Il peut calculer 1 million de variables en 1 milliseconde. La prochaine génération de drones de combat est en test sur la piste. Vous les observez depuis des opérations. Une vraie machine fantôme, sans battement de cœur, sans souffle. Vous vous demandez si les futurs candidats devront encore passer l'évaluation psychologique. Quand le code peut remplacer le courage. L'évolution a toujours un prix. Et ce prix, c'est la présence humaine. Si vous voulez explorer les choses incroyables que d'autres ont trop peur d'aborder, abonnez-vous maintenant. Et si vous êtes déjà abonné, bon retour parmi nous.